Non? Ça va être pratique. Non. Je préfère être ici pour pas être trop loin de l'ordinateur non plus pour pouvoir cliquer. À tel point que pendant près de 25 siècles, on a cru que c'était des idées pures, jusqu'à ce que nos outils s'affinent et qu'en fait, on découvre que c'était des formes tout à fait réelles, qu'on en trouve dans la nature, et maintenant dans l'univers, à peu près, dès que l'on braque un engin adéquat, vous allez voir qu'on trouve des polyèdres, et tels qu'ils ont été décrits il y a 25 siècles. Alors c'est très étonnant, parce qu'il y a une permanence extraordinaire et que l'on retrouve presque uniquement pour certaines figures géométriques. Alors je l'ai appelé permanence et variation parce que vous allez voir qu'il y a énormément de variations sur très peu de figures. Ça, c'est notre ami Piem qui a eu la gentillesse d'illustrer nos bouquins. Il avait trouvé ceci pour traiter de la science des polyèdres en général. Je vous donnerai tout à l'heure la référence des ouvrages d'Alain Sevin. Alors voici l'exposé que je vais suivre. Vous savez, c'est très l'habitude de parler devant les étudiants, on n'espère pas comme ça. Donc mon exposé va être en plusieurs parties. Je vous exposerai très rapidement les origines grecques de la science des polyèdres et de la géométrie en général, évidemment. Ensuite, une longue période de calme pour atteindre le Quattrocento à Florence, où l'on redécouvre les thèses de Platon et bien entendu où les polyèdres jouent un rôle déterminant. De là, nous passerons à l'époque moderne, un peu la fin des polyèdres classiques, si j'ose dire, parce qu'avec la définition de l'infiniment petit, on va trouver de nouveaux types de polyèdres et on va trouver des formes nouvelles qui sont elles aussi permanentes, mais quand même légèrement différentes. Ensuite, on dira un mot des molécules telles qu'elles se présentent et on va découvrir à ce sujet de nouvelles formes élémentaires, en très petit nombre en fait. Nous sommes constitués, la nature vivante est constituée d'en fait de 4 ou 5 formes élémentaires seulement. Bien sûr, le tout assemblé dans une variété inouïe. Nous verrons qu'on trouve aussi des polyèdres dans l'univers, et même en très grande quantité. C'était simplement une question d'instrumentation. Maintenant qu'on sait les déceler, on en trouve partout. Bien sûr, je conclurai en vous disant que la nature est géomètre parce que ces formes-là ne sont pas des idées pures, mais bel et bien des constructions réelles. Donc, je vais commencer par les origines grecques. En fait, le premier âge d'or de la science géométrique naît avec Pythagore, ou plutôt avec l'école pythagoricienne. On ne sait même pas comment Pythagore lui-même a vécu, on dit toujours les pythagoriciens. Bon, on va voir que Pythagore a une énorme influence sur le platonisme et que Aristote, bien qu'ayant vécu 20 ans avec Platon, s'y oppose radicalement. Et c'est avec Aristote que l'on va rester pratiquement figé jusqu'au XVIIe siècle. Donc, commençons par les origines. En fait, les origines des polyèdres, c'est-à-dire des polyèdres réguliers, et je vais vous les définir tout de suite, remontent sans doute à l'époque du néolithique. C'est-à-dire que dès le néolithique, on a su faire des figures régulières qui étaient particulièrement frappantes pour l'œil et l'esprit. Par exemple, chez les Étrusques, on trouve des dés à 20 faces, à 8 faces, à 6 faces. Et en assez grande quantité. Donc, ce n'étaient pas des raretés, mais ce sont les Grecs qui, les premiers, en ont donné une description mathématique. Et bien entendu, c'est l'école de Pythagore qui commence à découvrir ces figures. Alors, dans toute la suite de l'exposé, je ne vous décrirai que quelques polyèdres.
En effet, la définition d'un polyèdre, c'est à peu près la suivante. C'est une surface fermée délimitée par des surfaces planes. Cette définition permet d'en définir une infinité. Donc, ça ne nous mènera pas bien loin. Par contre, si l'on cherche mathématiquement à définir ce qu'est un polyèdre, c'est extrêmement difficile. En fait, il faut une définition presque de plusieurs pages, et encore, elle n'est pas très satisfaisante. C'est très curieux. Donc, les polyèdres dont nous allons parler sont des polyèdres intuitifs, et je vais même restreindre mon exposé aux polyèdres qu'on appelle convexes. Qu'est-ce qu'un polyèdre convexe? Eh bien, c'est une surface formée de faces planes, telle que si je la pose sur la table là, tout le volume va être contenu dans un même demi-espace. Par exemple, un polyèdre étoilé n'est pas convexe. Donc, je vais limiter au polyèdre convexe. Vous allez voir que c'est déjà pas mal. Donc, Pythagore définit les premiers polyèdres qu'il appelle parfaits. Ils sont définis par des polygones réguliers. Chaque face doit être un polygone régulier. Il n'y en a pas tellement qui permettent de faire un polygone que l'on puisse fermer. Ça peut être un triangle équilatéral, il faut qu'il soit isocèle. Ça peut être un carré, ça peut être un pentagone, et c'est tout. Donc, il existe seulement 5 polyèdres que l'on appelle réguliers. Alors, ils sont réguliers, toutes les faces sont identiques, tous les angles sont identiques, les angles dièdres entre faces sont tous égaux, et ils possèdent tous la propriété d'être inscriptibles dans une sphère. Alors, ce sont des polyèdres qu'on appelle réguliers de ce simple fait. Vous allez voir qu'il y en a qui sont semi-réguliers. L'idée de base de Pythagore, reprise par Platon, c'est que les 4 éléments qui avaient été définis auparavant par Empédocle, donc bien près de 100 ans auparavant, l'idée que l'ensemble de la nature est composé à partir de 4 éléments n'est pas de Pythagore, elle est d'avant. On l'attribue à Empédocle qui est légèrement prédécesseur de Pythagore. Alors voici l'eau, l'air, le feu, la terre, les 4 éléments classiques, sont délimités par des polyèdres. On va voir que Platon reprend cette chose-là. Le feu, c'est le tétraèdre. C'est une définition. Je ne sais pas quels sont les attendus, en fait. Personne ne les connaît. L'octaèdre, c'est l'air. L'icosaèdre, l'eau. Le cube, la terre. Et le dodécaèdre, qui est un peu particulier, représente une forme assez proche de la sphère et c'est censé englober tous les autres et c'est le symbole de l'univers. Donc ceci a été postulé une fois pour toutes, si j'ose dire, et ça restera inchangé jusqu'au XVIIe siècle. Donc vous voyez, c'est une idée qui a une très longue postérité. Donc Platon ayant repris cette définition sans la changer, il attribue aux polyèdres la perfection des idées, il en fait des idées pures, des archétypes, et pour lui, donc, les polyèdres vont permettre de décrire de façon mathématique l'ensemble de la nature. Aristote, qui a quand même passé 20 ans auprès de son maître, auprès de Platon, réfute la perfection des polyèdres. Il dit, bon, ce sont des figures géométriques comme les autres. Elles n'ont rien de particulièrement parfait. Sinon, elles ont des faces régulières. Ben, ce sont des figures comme d'autres. Si on les déforme, on obtient d'autres polyèdres. Et puis voilà, ils n'ont rien de particulier. Par contre, la théorie des éléments lui paraît totalement incomplète. Il y ajoute 4 qualités. Le chaud, le froid, l'humide et le sec, opposés. Et avec cet ensemble de 8 aides de chapitres, si j'ose dire, on peut décrire la matière en accroissant ou diminuant les qualités. Et on peut par exemple passer du froid au chaud, et le froid est l'attribut de la terre et de l'eau, ainsi de suite. Et toute cette idée de transmutation en jouant sur les quantités des éléments sera à la base de l'ensemble de l'alchimie. Bon, j'en dis pas grand-chose de plus, parce qu'on ne va pas beaucoup parler d'alchimie. L'argument le plus important d'Aristote, c'est que les polyèdres parfaits, là, les 5 polyèdres qui sont censés
représenter l'ensemble du réel, ne peuvent pas être utilisés à cette fin. En effet, on ne peut pas remplir l'espace, c'est très important ce qu'il observe là, on ne peut pas remplir l'espace avec la plupart des polyèdres réguliers. Si on les assemble par les côtés, on laisse des vides. Or, le vide n'existe pas pour Aristote, le vide c'est du non-être et le non-être n'est pas. Donc, à partir de là, il dit toute tentative de réduire la matière à des polyèdres, à l'épolienne, est vouée ipso facto à rien. C'est une erreur. Cette idée du vide laissé le cas échéant entre des polyèdres sera vérifiée effectivement par Haüy et Bravais quand ils vont décrire tous les réseaux cristallographiques. Un réseau cristallographique doit remplir tout l'espace et la plupart des polyèdres réguliers n'ont pas cette propriété. Bien sûr, le cube et l'octaèdre le peuvent. Mais par exemple, le dodécaèdre ne peut pas remplir l'espace, donc ça ne peut pas être attribué à quelque élément que ce soit. Je rappelle que cette théorie, qui est la théorie aristotélienne, va être adoptée par le christianisme et il fera très mauvais temps, n'est-ce pas, pour tous ceux qui tenteront de la réfuter. Souvenez-vous par exemple de Giordano Bruno, qui est condamné à mort pour avoir professé qu'Aristote c'était n'importe quoi. Et en plus, il était atomiste, ce qui n'arrangeait pas son affaire, et pour avoir critiqué complètement l'enseignement d'Aristote. Il a été brûlé en l'an 720, je crois. Donc vous voyez, c'est quand même très récent. Autrement dit, jusqu'au XVIIe siècle, la théorie d'Aristote va rester la base des connaissances admises. Bon, ça c'était une petite introduction pour montrer l'opposition qu'il y a d'emblée entre Platon et Aristote, c'est-à-dire entre les idées et la science appliquée, en gros. Mais que ce soit Platon ou Pythagore, en fait, la connaissance des polyèdres est entièrement empirique. Ils ne décrivent pas la façon de les construire, ils ne décrivent pas leurs propriétés métriques. Il faut attendre le second âge d'or, l'âge alexandrin, avec Archimède et Euclide, qui eux-mêmes n'étaient pas forcément d'Alexandrie, mais c'est autour d'Alexandrie que s'est développée la grande école mathématique, après avec Diophante et tous les autres. Donc on va en dire un mot parce que c'est très important pour la suite. Ça, c'est notre ami Pième qui décrit comment Madame Archimède avait à sa façon découvert un théorème d'hydrostatique fondamental. Archimède découvre, à partir des polyèdres de Platon, des polyèdres qui, au lieu d'être parfaits ou réguliers, sont simplement semi-réguliers. Ça veut dire toutes les arêtes vont avoir même longueur. Les polygones qui forment les faces sont des polygones réguliers, mais au lieu d'être d'un seul type, ils vont être de plusieurs types. Et comment obtenir ces polyèdres? Ça, c'est très important. Eh bien, ça consiste à tripatouiller les 5 polyèdres précédents et en fait à les couper selon certaines règles. Et vous allez voir que ça marche très bien. Voilà un exemple de troncature archimédien. Soit dit en passant, le traité d'Archimède n'est pas connu. Il est annoncé dans la liste de ses ouvrages. Ce sont d'autres mathématiciens qui les ont décrits. Mais néanmoins, voici comment il procède. On prend un tétraèdre, par exemple, et on le coupe. Ça devrait faire. Vous voyez, on le coupe par des plans orthogonaux aux axes de symétrie. On définit des triangles équilatéraux et une face hexagonale. Donc, il va y avoir 2 types de polygones pour ce polyèdre tronqué, un hexagone et un triangle équilatéral. Et c'est un polyèdre semi-régulier qui est parfaitement stable. Et c'est un des 13 polyèdres archimédiens. Alors, je vous décris très rapidement comment on les obtient. Et c'est un très gros travail. Ce n'est pas du tout évident à faire, même avec la règle et le compas.
Le tétraèdre n'en donne qu'un. Le cube conduit à toute une descendance. 3 premières troncatures donnent des cubes tronqués. Si on continue la troncature sur celui-ci, on peut obtenir de nouveaux polyèdres semi-réguliers. L'octaèdre ne conduit qu'à l'octaèdre tronqué. L'icosaèdre à l'icosaèdre tronqué. On va voir que celui-ci, il est très, très, très important. C'est le ballon de football. Alors, quant au dodécaèdre, il conduit, lui, à toute une marmaille, si j'ose dire. Le dodécaèdre tronqué, le dodécaèdre adouci. Ils ont des noms un peu bizarres. Hein. Ce n'est pas toujours, d'ailleurs, des noms conventionnels. Vous pouvez le trouver sous plusieurs appellations, celui-ci. Il conduit à l'icosydodécaèdre, qui lui-même peut être à nouveau tronqué en 2 nouveaux polyèdres archimédiens. L'ensemble fait 13. On a 13 nouveaux polyèdres, et ces 13 polyèdres ont été dessinés par Kepler. On en reparlera plus tard. Voici un dessin qui est extrait du Mysterium Cosmographicum de Kepler. Vous voyez que sur ces figures, tous les polygones de toutes les faces sont des polygones réguliers. On trouve des carrés, des triangles équilatéraux, des pentagones. Ici, vous trouvez un octogone, et ainsi de suite. Bref, 13 figures auxquelles n'avaient pas pensé ni Pythagore ni Platon, ni les mathématiciens de son époque, mais que Archimède décrit et qui sont depuis attribués à Archimède. On les appelle semi-réguliers, évidemment, parce que toutes les arêtes sont égales, tous les angles entre faces sont égaux, mais les polygones qui les décrivent ne sont pas identiques. Ils sont de plusieurs sortes, 2, 3. Alors, voilà un exemple d'icosaèdre tronqué. Vous voyez qu'il est très familier. C'est le ballon de football classique. Vous avez une face hexagonale jointe à une face pentagonale, donc 3 pentagones entourant un hexagone régulier. Et vous voyez que cette figure-là est extrêmement familière, n'est-ce pas? Il y a des milliers d'applications chaque fois que vous ouvrez votre télévision. Et c'est aussi l'illustration d'un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la conjecture de Poincaré. Ici, on peut voir à peu près ce que dit cette conjecture. Je la dénature volontairement. Hein. C'est que tout polyèdre régulier ou non régulier, mais convexe, appartient au groupe de la sphère. Ça veut dire que si vous dilatiez ce polyèdre-là suffisamment, vous pourriez le coller sur une sphère. Bon, il a fallu à peu près 2 siècles de mathématiques pour généraliser ce théorème. Hein. C'est la conjecture de Poincaré qui a été démontrée par Perelman il y a seulement 5 ou 6 ans, ou une dizaine d'années tout au plus. Donc vous voyez que ça rejoint des mathématiques très contemporaines. Évidemment, sur cet exemple-là, c'est trivial. Hein. Euclide, évidemment, joue un rôle considérable parce que, pour la première fois, il décrit mathématiquement donc un algorithme permettant de construire les 5 polyèdres réguliers. Jusqu'à lui, ça n'était pas fait. Ce n'est pas du tout évident. Je vous donne une règle et un compas et essayez de bâtir ces choses-là. C'est de la géométrie dans l'espace, c'est très très coton. Mais il les décrit parfaitement. Au livre 13, ça c'est célèbre, tous les géomètres qui veulent voir dans l'espace se sont attachés à refaire ça. Je vous garantis que c'est assez trapu, bien que ce soit parfaitement décrit. Donc il décrit évidemment tous les 5 polygones réguliers et il s'acharne particulièrement sur les faces du dodécaèdre qui sont des pentagones réguliers. En effet, vous allez voir que ça fait couler énormément d'encre parce que si vous regardez, si vous regardez ce pentagone régulier et que vous prenez 2 droites comme ceci, n'est-ce pas, avec des côtés consécutifs, vous trouvez que la proportion AC sur AF, qu'on appelle extrême et moyenne raison, enfin que Euclide appelle comme ceci, permet de définir le nombre d'or qui est 1,618. Et ce nombre d'or apparaît donc systématiquement dans le dodécaèdre régulier. Bon, alors que n'a-t-on pas dit sur le nombre d'or? On le trouve un peu partout, y compris là où il n'est pas, dans les pyramides, dans tout ça. Et en fait, la plupart du temps,
ce sont des erreurs ou des affirmations gratuites. Pour bien vérifier ceci, vous voyez le nombre d'or ici, c'est 1,6. En gros, 1,6. Pour l'œil, c'est 1,6. Or, si vous prenez n'importe quelle surface, vous prenez, mettons, la longueur, vous la divisez en 2, puis en 2, puis en 2, c'est-à-dire en 8. Si vous prenez 5 huitièmes, c'est l'inverse du nombre d'or, ou 8 cinquièmes, c'est 1,6. Autrement dit, je me fais fort de trouver sur n'importe quel cas rectangle ou carré l'endroit où vous trouverez la section d'or, tout simplement en divisant en 8 les côtés. Donc vous arriverez toujours à trouver ceci. Autrement dit, en fouillant un peu, on trouve le nombre d'or partout. En fait, on le trouve aussi très rigoureusement dans des figures classiques, bien entendu, par exemple la croissance des escargots, que sais-je. Mais on a dit aussi beaucoup de choses là-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez, ça peut avoir des répercussions sur les enfants. Il y en a un qui est très fort d'avoir le nombre d'or, mais je dirais guère plus sur le nombre d'or là-dessus. Simplement, il est défini par Euclide à propos de l'étude des faces du dodécaèdre. Et de façon très simple, avec des relations de similitude qu'on étudiait jadis de mon temps, c'est-à-dire il y a très très longtemps, en 5e et en 4e. C'est tout à fait vrai. Vous avez l'air d'en douter. Pas du tout. Les théorèmes d'Euclide et les relations de Thalès, c'était le programme de 5e. J'ai des souvenirs ambigus des cours de géométrie dans l'espace. On appelait ça comme ça. Non, mais là, c'est dans le plan. Hein. Oui, mais justement, alors encore plus. Ah ben dans l'espace, non, c'était plus tard. Ceux qui avaient survécu. Voilà, j'en fais partie. Bon. Donc vous voyez, avec Euclide, ça marque évidemment, c'est l'ouvrage de base des mathématiques jusqu'à nos jours, évidemment, mais on marque un temps d'arrêt, c'est-à-dire que la science des polyèdres n'évolue plus. On connaît la construction régulière à la règle au compas des 5 polyèdres réguliers. On connaît l'algorithme pour tronquer les polyèdres réguliers et obtenir les 13 polyèdres semi-réguliers. Et on est content avec ça. On ne va pas faire de progrès en gros jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, à ceci, il y a plusieurs raisons. C'est que le platonisme est relativement abandonné à partir du IIe siècle et que la science aristotélicienne devient la science officielle, d'une certaine manière, collée à la théologie. Autrement dit, comme Aristote n'est pas très polyèdre, si j'ose dire, en langage contemporain, il est un peu de mauvais goût de trop raviver ces souvenirs-là. Par contre, l'alchimie, qui reste un petit peu parallèle et un peu cachée, ne manquera pas de réutiliser le platonisme, mais de façon très discrète, toujours, parce qu'il y a toujours un danger de critiquer ouvertement les théories aristotéliciennes. Donc ça pèse jusqu'au XVIIe siècle. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, Giordano Bruno, ce n'est pas un mythe. Il y a quand même une date clé maintenant à retenir, c'est le Quattrocento, une date, plutôt une époque, le Quattrocento italien, où à Florence, comme l'Ancien, a l'idée de créer une académie platonicienne avec Marcille Ficin, qui fait venir aussi des traducteur de Platon, qui lui-même traduit les dialogues. Donc Platon redevient très à la mode pendant à peu près un demi-siècle. Donc c'est un nouvel âge d'or parce que la Renaissance va redécouvrir le platonisme et revenir à ces polyèdres qu'elle va assimiler à la perfection, à la symétrie parfaite. Et on va voir alors une floraison de polyèdres repris un peu à toutes les sauces. Je vais trop vite. Pour tous ceux qui s'étonneraient, le Quattrocento en Italie, c'est le 5e. Hein, c'est le 15e siècle. C'est le 15e siècle, oui, exactement. Hein, puisque en gros, à partir, excusez-moi. 500, c'est le 16e, etc. À partir de 1450, en gros, on voit fleurir tous ces gens-là. Je vais dire un mot de Piero della Francesca, de Uccello, Pacioli, évidemment, Vinci. Les frères Jamnitzer, c'est plus tard, c'est un siècle après. Mais c'est dans le même ordre de pensée. Voici un exemple, par exemple,
de construction. Piero della Francesca, qui est connu avant tout comme peintre, était un excellent géomètre. Il a écrit plusieurs traités de géométrie. Et dans ce traité de géométrie, il reprend exactement la construction d'Euclide, que Euclide donne au... Et si vous regardez bien, c'est la construction de l'icosaèdre à partir du cube, telle qu'elle est décrite au livre 13 d'Euclide. Donc, déjà, il était capable de traduire Euclide du grec, ce qui n'est pas du tout évident, et de la reproduire dans un de ses traités. On trouve ces ouvrages-là maintenant en facsimilé. Donc, vous voyez un exemple de grand peintre qui, en même temps, est un géomètre, et un géomètre parfaitement platonicien et euclidien. Un autre exemple, ça je l'ai photographié, c'est dans les mosaïques du dôme de Florence. C'est un carrelage de Paolo Uccello où l'on reconnaît un dodécaèdre étoilé, c'est-à-dire que sur chacune des faces est construite une pyramide régulière. Celui-ci est également un polyèdre régulier, mais il n'est pas convexe. Alors bon, j'en parle pas trop parce que ça dilaterait mon exposé de façon énorme. Mais vous voyez, Paolo Uccello était un très très bon dessinateur, et d'ailleurs, Vasari dit que ses contemporains trouvaient qu'il perdait trop de temps à étudier la perspective et les polyèdres au lieu de peindre des scènes de genre sacrées évidemment, et de promouvoir en quelque sorte sa réputation de grand peintre qu'il était. On arrive à un auteur clé parce qu'on va retrouver l'ensemble des cogitations platoniciennes dans un livre qui s'appelle De la divine proportion. Ici, c'est le portrait de Luca Pacioli. C'est un mathématicien. Ici, il est avec un de ses aides, mais c'est probablement un aide ou un donateur. On n'a pas pu l'identifier. Vous voyez, ici, on reconnaît un polyèdre régulier ou semi-régulier. Ce n'est pas facile à voir, à moitié rempli d'eau. Ici, un dodécaèdre. On voit très bien qu'il est en train d'écrire ici une construction géométrique. On voit le compas, on voit le bouquin. Et ce livre, La divine proportion, c'est évidemment le nombre d'or, où il essaye, à l'aide de ce nombre, de faire un syncrétisme entre l'ensemble des données chrétiennes, la Trinité, tout ce que vous pouvez imaginer s'y rapportant, et les polyèdres platoniciens et la théorie des idées. Donc c'est une tentative assez complexe, et elle est surtout connue parce que l'illustrateur, c'est Léonard de Vinci. Et Vinci a fait pour le livre de Luca Pacioli, qu'on peut aussi se procurer en facsimilé, des dessins absolument prodigieux, des polyèdres réguliers. Ici, c'est le dodécaèdre tronqué. Le ballon de football que je vous ai montré tout à l'heure, on le retrouvera aussi, celui-ci. Vous allez voir qu'il est omniprésent. Ça, c'est le dodécaèdre étoilé, mais ce n'est pas le dodécaèdre étoilé. Vous voyez, il y a un cycle à 5 ici, sur lequel on a bâti une pyramide à 5 côtés, mais il n'est pas régulier comme le polyèdre de Paolo Uccello. Il faut une démonstration mathématique pour le faire. Celui-ci est un peu bâtard, alors que celui de Uccello, qui était sur le carrelage, était un polyèdre régulier mais étoilé. Donc Vinci fait une douzaine d'illustrations en couleur. Ici, celle-ci, je l'ai saisie à partir des illustrations de notre bouquin, et on a dû retirer les couleurs pour que ça passe en noir et blanc. Mais ceci est coloré en plus. Il y a 12 dessins comme ceci qui sont magnifiques. On les trouve assez facilement même sur le réseau Internet, vous trouverez ces polyèdres. Ils sont vraiment très très beaux parce que, vous voyez, ils ont été faits à partir de modèles en bois, et Vinci a reproduit parfaitement la perception qu'on peut en avoir. Celui-ci est repris par Escher
à l'intérieur, il met une sorte de lézard qui sort sa tête par une des faces, n'est-ce pas? Donc ça a été repris aussi par Escher. Bon, ces dessins-là sont des vraies merveilles. C'est beaucoup plus important peut-être même que le livre de Pacioli lui-même. Hein. Voilà comment notre ami Piem voyait ça, la Joconde. Vinci était un très bon dessinateur, mais lui-même était piètre géomètre. Hein, et il a reproduit des dessins qui ont été faits par un ébéniste extrêmement adroit. Et par contre, on ne connaît pas le nom de l'ébéniste qui a fait ces modèles et ils ont disparu. Mais ça ne veut pas dire que Vinci n'était pas bon en géométrie, mais il n'avait pas de connaissances suffisantes pour traiter ceci explicitement. Un autre amateur de polyèdre, vous voyez, c'est toute l'époque en regorge. Ça, c'est un dessin très connu une pointe de Dürer, une gravure sur cuivre. Vous voyez ici un polyèdre très curieux. Il est formé d'une face, un triangle équilatéral, et 5 faces pentagonales identiques. Mais ce n'est pas un polyèdre régulier, ces faces-là ne sont pas régulières. Ça se voit même sur le dessin. On sait le reproduire, on le donne dans notre livre. Ce n'est pas évident, mais on peut en déformant un carré et en le coupant convenablement. On le fait en 3 coups de cuillère à peau. Mais ce pentagone-là possède des angles qui permettent de retrouver aussi le fameux nombre d'or. Il y a aussi d'autres énigmes là qui se rapprochent à tout ça. Bon, c'est une allégorie. Il y a au moins 2 ou 3 livres entiers sur cette seule gravure, dont un de Erwin Panofsky, qui a écrit sur les formes symboliques. Donc, il y a 200 pages de Panofsky sur ce thème. Je vous les épargne, mais ça a beaucoup fasciné les gens. Dürer lui-même a écrit 2 traités de perspective et de géométrie. On voit qu'il savait de quoi il parlait parce que ce polyèdre-là, bien que paraissant très curieux comme ceci, est inscriptible dans une sphère. C'est pratiquement sa seule propriété originale. On ne sait pas lui donner de nom, donc on l'appelle le polyèdre de Dürer. Oui, on en trouve aussi des modèles dans certaines boutiques. Il y a des gens qui les fabriquent en bois. Donc ce ne sont pas des raretés, hein, c'est tout à fait faisable. Il est probable que le ciseau à découper dans le bas a servi à tailler la pierre. Donc vous voyez, je ne parle pas des frères Jamnitzer, qui sont des orfèvres qui apparaissent un peu après Vinci et Dürer, qui sont des orfèvres allemands qui ont, avec les polyèdres réguliers et étoilés, de véritables œuvres d'art destinées à l'époque aux cabinets de curiosité des riches princes et archevêques, n'est-ce pas? Et ce sont des objets absolument prodigieux destinés à être mis dans des vitrines. Donc ils reproduisent tous les polyèdres existants, qu'ils soient creux, qu'ils soient pleins, et ainsi de suite. Et ce sont des œuvres d'orfèvrerie cette fois-ci. Donc les frères Jamnitzer, c'est en quelque sorte la quintessence des dessins. Je pense que peu de dessins de cette qualité ont été faits avant, entre eux et Escher, pratiquement. On les classe à ce niveau, si vous voulez. On va arriver à une époque de rupture maintenant, parce que jusqu'à présent, vous remarquerez, c'est de la géométrie, c'est une curiosité pratiquement. Bon, les gens sont fascinés par des formes qu'ils trouvent très belles, très régulières, mais on dit, bon, ce sont au mieux des objets mathématiques, et pour les ésotéristes, ils sont censés refléter des propriétés du vivant, de l'univers, que sais-je, mais ça reste des spéculations, disons de la spéculation, qu'elle soit philosophique ou ésotérique. Avec l'époque moderne, on va arriver à une rupture. La première, elle est due à Kepler, et on va voir après que Descartes et Euler enterrent complètement l'âge précédent. Donc je vais vous en dire un mot rapide. Kepler commence par reprendre la tradition platonicienne et alchimique. Vous voyez, il attribue aux 5 planètes connues, aux 5 astres connus de l'époque,
un polyèdre et il les inscrit les uns dans les autres. Et l'ouvrage célèbre s'appelle le Mysterium Cosmographicum. C'est de là qu'était extrait déjà le dessin des 13 polyèdres semi-réguliers d'Archimède. Donc, dans un premier temps, il reprend les thèses platoniciennes. Il attribue aux planètes des polyèdres, les 5 polyèdres réguliers, et il enferme tout ça dans un modèle qui est censé représenter la perfection. Et il réfléchit à ce qu'il vient de dire au bout d'un certain temps. Il décrit, c'est une des premières fois dans l'histoire des sciences qu'un homme décrit une révolution qui se passe en quelque sorte entre lui et la main qui écrit. Il dit qu'un jour, il se pose la question de savoir si ce modèle-là avait une signification ou bien si c'était vraiment une élucubration. Et il arrive à l'idée que les planètes, c'est bien joli, mais qu'en grec, planète, ça veut dire errant. Les Grecs savaient que les planètes avaient des orbes irrégulières, enfin des vitesses non régulières. Il s'appuie évidemment sur, c'est très connu maintenant, sur les relevés très précis de Tycho Brahe. Et jusqu'à lui, on imaginait que derrière, en gros, chaque planète, il y avait une sorte d'âme, depuis Platon, qui poussait la planète, n'est-ce pas? C'est une image comme une autre, ça représente l'impétus, quoi. Il fallait bien que quelque chose la pousse pour qu'elle suive son orbite régulière. Et il dit que c'est quand même très curieux qu'un homme puisse accélérer ou ralentir en fonction de la saison. Enfin bref, il abandonne ça. Et en reprenant tous les travaux dont il dispose, il décrit la fameuse loi des aires, c'est-à-dire que dans des temps égaux, des aires égales sont parcourues par les orbites elliptiques. Donc c'est la fin du système planétaire géocentriste, si l'on veut, bien qu'on peut imaginer que la Terre soit encore au centre. Néanmoins, les orbites sont elliptiques. Il met à bas le modèle ethnocentrique, si j'ose dire, c'est-à-dire aussi bien les âmes que la géométrie. Donc on a Copernic et la première loi quantitative de la cosmographie. Autrement dit, ça, en quelque sorte, c'est le champ du signe des polyèdres dans l'orbite platonicienne, si j'ose dire. À partir de Kepler, c'est fini, on n'en parlera plus. Et il a une intuition d'autant plus géniale que très peu d'années après, avec sa lunette astronomique, Galilée va découvrir d'abord que la Lune n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas ronde, qu'elle est extrêmement bosselée, que Jupiter a des satellites, et donc que le nombre de planètes n'est pas 5, comme le nombre de corps célestes est très différent. Bref, tout le modèle est fichu par terre. Et évidemment, le système copernicien de plus abat définitivement le modèle d'Archimède, d'Aristote. Donc c'est la fin, en quelque sorte, de la science ancienne. Et Kepler donne le premier exemple d'une loi quantitative. Elle est toujours utilisée en cosmographie. Mais vous voyez, il a quand même fait une grande incursion dans la première partie de sa pensée. Il a passé du temps à faire ça. C'est pas du tout pour l'abandonner finalement. Donc vous voyez, il y a vraiment à un moment donné, il se pose un problème fondamental et il décrit qu'il a abandonné toute cette belle construction. Et donc, tout le monde va le suivre, bien sûr. Ça, c'est la dernière image d'un monde ancien. Descartes et Euler maintenant. Descartes, lui, dans sa correspondance avec Mersenne, n'hésite pas à dire que toutes les théories d'Archimède, c'est un fatras incompréhensible et que ça vaut rien, que c'est inutile, mais il n'ose pas le dire quand même trop explicitement. Giordano Bruno, Galilée, le procès, tout ça, c'est très peu de temps avant Descartes. Donc, il est très prudent là-dessus. Mais ce n'est pas pour ça que j'en parle, et Euler non plus. C'est parce que le premier, Descartes, trouve une relation qui instaure une nouvelle science. Cette science, c'est la topologie. C'est la science des figures, indépendamment de leur représentation exacte. Et il trouve, alors c'est très curieux ça, il trouve ça dans un manuscrit qui est écrit en latin, et ce manuscrit n'est pas publié de son vivant. On le retrouve dans les papiers de Leibniz,
qu'il se l'était procuré via un ami commun, mais quand même pas mal de temps après. Et Leibniz ne le publie pas, mais néanmoins, il le garde et il en parle. Donc c'est resté, cette découverte est restée inconnue. Et Euler, peu de temps après, Euler reprend indépendamment de ceci. Et voilà la fameuse formule d'Euler, à tel point que les polyèdres réguliers ou irréguliers, on les appelle polyèdres eulériens. Si vous prenez ceci, ça veut dire, si vous additionnez le nombre de faces, le nombre de sommets, vous soustrayez le nombre d'arêtes, vous trouvez 2. Vous pouvez le vérifier. Tous les polyèdres convexes, qu'ils soient réguliers ou pas, vérifient cette relation. Elle définit la topologie des surfaces fermées à face plane. Ça n'est pas vrai si vous considérez le moindre polyèdre étoilé ou par exemple 2 tétraèdres reliés par un sommet. Donc il y a des tas et des tas de polyèdres qui ne vérifient pas cette relation au point qu'on définit la classe en mathématiques, la classe des polyèdres eulériens. C'est plus simple, ce sont ceux qui répondent à cette relation-là. Euler ne savait pas que Descartes l'avait trouvé indépendamment, donc jusqu'au 19e siècle, fin du 19e, on l'appelait la relation d'Euler. Depuis, les érudits ont remis Descartes en route. Maintenant, c'est Euler-Descartes au choix, ou Descartes-Euler. En fait, Descartes l'a trouvé très explicitement avant Euler. Et cette relation-là, c'est une des premières relations qui définit une nouvelle science. C'est la science des relations, des figures, sans avoir besoin de les dessiner d'une certaine manière. Toute figure qui correspond à ceci est un polyèdre convexe, quelle que soit la forme des faces. Donc ça méritait bien une petite incise, parce que évidemment cette relation-là, elle n'était pas connue avant lui, bien qu'elle paraisse triviale. Donc, je rappelle qu'elle est valable que pour les polyèdres convexes, elle n'est pas valable pour les polyèdres étoilés. Ça, c'est pas grave. On en est au point là où on a donc, avec Kepler, on a abattu le modèle aristotélicien. Avec Descartes et Euler, on a défini les polyèdres de façon abstraite, sans avoir recours à des figures. Donc on donne une définition extrêmement générale qui, notez-le, peut sans doute s'appliquer dans des espaces de dimension supérieure à 3. Ce n'est pas prouvé. Et on arrive à l'époque où, à la suite de Galilée découvrant des nouveaux astres avec sa lunette, on commence à découvrir des microscopes de plus en plus performants et, ce faisant, on découvre une infinité de nouvelles structures, de nouveaux êtres, vivants, minéraux. Et évidemment, la première question qu'on va se poser, quelle forme ont-ils? Et on va voir qu'un des grands maîtres qui joue un rôle énorme là-dedans, c'est Haeckel, qui publie des planches de description des diatomées et des bestioles qu'il observe dans le plancton. Ce sont de véritables merveilles. Et on découvre une profusion de formes inimaginables à l'époque, et ça crée un élan d'admiration sans précédent. À la même époque, Huy et Bravais découvrent la cristallographie physique. D'abord, on mesure les angles dièdres entre les faces. On s'aperçoit qu'ils n'ont rien à voir avec les angles des polyèdres. Et on repense à ce moment-là que l'ami Aristote avait dit quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplir l'espace avec des polyèdres qui laissent des vides entre eux. Maintenant, si vous imaginez un solide, n'importe lequel, un solide métallique par exemple, pour qu'il soit bien cristallisé, il ne faut pas qu'il y ait de vide entre certaines parties. Sinon, c'est des bulles, par exemple. Donc, il n'est pas cristallisé. Eh bien, on s'aperçoit que pour bien remplir l'espace, il faut déjà remplir le plan parfaitement et ensuite, sur ces plans, édifier évidemment dans une troisième dimension selon certains axes, droits ou inclinés. Or, il y a très peu de figures qui permettent ceci. Le pentagone, en tout cas, ne le permet pas.
Donc, il n'y a que deux figures qui le permettent, le triangle équilatéral et le carré. Bravais découvre donc les fameux réseaux de Bravais. En fait, il n'y en a que 14. Il n'y a que 14 façons de remplir l'espace. Et elles ne font pas appel, en dehors du cube, au polyèdre régulier. Donc, c'est assez triste, mais c'est comme ça. Alors, l'hexagone permet de bien remplir le plan. Et il existe des systèmes cristallins hexagonaux, tout ça c'est très bien connu. Mais à l'époque, c'était surprenant parce que la cristallographie retrouvait une intuition d'Aristote qu'il avait définie, lui, de façon métaphysique, en disant que le vide ne pouvait pas exister, n'existait pas. Et quel, par exemple, je vais vous montrer quelques dessins de Diatomée, découvre des centaines et des centaines de polyèdres, mais ils ne sont pas tous réguliers. Et c'est pourquoi on dit qu'on assiste à cette époque à la multiplication des polyèdres, y compris géométriquement. Ça devient un jeu chez beaucoup de professeurs de maths à Polytechnique, par exemple, de découvrir de nouvelles classes de polyèdres inconnus. Évidemment, ce n'est pas les 5 dont on a parlé et dont je vous rebats les oreilles, hein, mais il y en a des tas d'autres. À l'heure actuelle, il y a à peu près plusieurs centaines de polyèdres connus, n'est-ce pas? Ils portent le nom de leurs inventeurs, ils sont très contents. Voilà un exemple de diatomée qui n'est pas, vous le remarquerez, un polyèdre régulier ni semi-régulier, parce que celui-ci a une symétrie d'ordre 6. Mais voilà un dessin typique de Haeckel. Il a observé ça au microscope et il a reporté ce dessin-là. Alors celui-ci n'est pas un polyèdre usuel. Ce sont des animaux, des animalcules, comme vous voulez, qui existent tout à fait. Ce n'est pas des dessins imaginaires. En voilà un qui reproduit l'icosaèdre avec 20 faces qui sont des triangles équilatéraux. Donc on retrouve donc des polyèdres nouveaux, ou des polyèdres tout à fait classiques, des pyramides à 6 faces, bon, c'est très courant. Et puis en même temps, vous voyez, des polyèdres parfaitement réguliers. Donc c'est quand même curieux parce que jusqu'à présent, on pensait que c'était une construction géométrique pure. Et là, ce sont des animaux. Donc il y a des animaux qui reproduisent les formes platoniciennes. Il a fallu attendre 25 siècles pour en avoir la confirmation en quelque sorte. C'est assez rare qu'une idée dure aussi longtemps. Alors il y en a une autre qui a duré aussi longtemps, c'est l'atomisme. Il est contemporain des polyèdres en gros, et on l'a redécouvert à la fin du 19e siècle. Donc il a fallu 25 siècles pour confirmer une intuition. Je dis bien une intuition, ce n'était pas une théorie. Alors voici maintenant l'échelle d'après. On sait depuis que les formes se trouvent à reproduire des polyèdres à foison. Il manquait la biologie. Alors depuis qu'on sait utiliser les microscopes électroniques, on s'en donne à cœur joie. Alors voici un exemple, vous allez voir, d'adénovirus. Alors, les adénovirus, c'est des charmants compagnons qui produisent tout un tas de maladies, toutes pires les unes que les autres, des herpès très graves, des cancers et encore 2-3 maladies respiratoires. Je suis asthmatique, mais ce n'est pas dû à ces choses-là. Et ces adénovirus sont des capsules, vous voyez, ça ressemble à une mine flottante aussi. Il y a vous voyez, des antennes ici qui vont venir se coller dans une cellule, l'ouvrir et libérer l'ADN qui est ici, n'est-ce pas, et qui va infecter la cellule cible. Et voici comment est bâti cet adénovirus. J'ai mis que c'était un dodécaèdre, c'est une erreur. C'est un icosaèdre. Vous voulez bien m'excuser de ça. Et voici comment il est fait. Vous avez les têtes ici, avec une queue, et ils sont disposés selon les sommets d'un icosaèdre régulier. Et les faces, là, sont faites par des remplissages de peptides, des boules de peptides qui viennent fermer l'ensemble. Et à l'intérieur se trouve l'ADN viral qui va aller infecter la cellule cible. Et ceci, par exemple, c'est quelque chose qui va pouvoir se coller sur la cible, l'ouvrir et délivrer l'ADN, un peu comme une mine qui explose, sauf que là, l'ADN peut rentrer dans la cellule une fois que sa paroi a été ouverte. Bon,
Le mécanisme maintenant de ces adénovirus est bien connu, mais leur structure est surprenante parce que c'est une figure parfaitement polyédrique et parfaitement régulière. Je répète, c'est un icosaèdre, hein, ce n'est pas un dodécaèdre. Il n'y a pas de pentagone là. Il existe aussi d'ailleurs des adénovirus dodécaédriques. Ils ne sont pas contrariants, ils aiment bien les formes géométriques. On en connaît une vingtaine. Ils sont très étudiés parce qu'ils représentent une calamité très, très importante. Voilà un autre exemple, alors cette fois-ci un vrai dodécaèdre, c'est un grain de pollen, décrit également par Haeckel. Parce qu'il a observé les grains de pollen, il a trouvé qu'ils avaient des formes tout à fait exceptionnelles. Alors là, c'est assez grossi. On ne voit pas le détail des faces, mais vous voyez très bien qu'on voit 5 faces pentagonales. Autrement dit, à l'heure actuelle, on peut dire qu'avec les outils dont on dispose et les moyens de déterminer des structures, y compris aux rayons X, le nombre de polyèdres que l'on a mis à jour dans tous les règnes du vivant est à peu près considérable, disons, il se mesure par centaines, et on retrouve effectivement toute la kyrielle des polyèdres réguliers décrits par Platon, ce qui est quand même une intuition assez exceptionnelle. Mais maintenant, on va descendre toujours plus bas, on va aller à l'échelle moléculaire. Là, on n'était pas à l'échelle moléculaire, on était à l'échelle, au pire, des nanoparticules. Les virus ne sont quand même pas des molécules, ils sont formés eux-mêmes de milliers de molécules. On va voir à l'échelle moléculaire que de nouvelles formes apparaissent cette fois-ci. Et ça ne peut pas être des polyèdres réguliers. Une des raisons de chimistes est la suivante. Donc ceux qui sont ici chimistes comprendront ce que je veux dire. Si vous prenez, les autres aussi je pense, mais ce sera moins proche de leur travail au quotidien. Si vous prenez une structure très régulière avec une très haute symétrie, elle est rigide. Et cette symétrie va tendre à rester stable. Elle représente en général une grande stabilité. Autrement dit, elle ne se prête pas beaucoup aux mécanismes du vivant qui doivent être faits d'échanges rapides, de modifications et de flexibilité. Autrement dit, le vivant n'aime pas les structures trop rigides parce qu'en général, c'est synonyme de fin de mécanismes. Vous ne pouvez pas faire des mécanismes de variation avec des structures qui restent figées, n'est-ce pas? Donc le vivant va adopter un petit peu de polyèdre, mais il va falloir surtout que ces formes puissent être plastiques, se déformer, évoluer facilement, se couper, se recombiner. Donc on va retrouver des formes, mais ces formes ne sont plus les mêmes, elles sont apparentées aux précédentes, mais tout de même assez loin. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Et vous allez voir elles rappellent quand même de très loin, mais elles rappellent quand même l'intuition de Pythagore et de Platon. Ça, c'est comment Piem voit les formes polyédriques de la vie. Voici, on passe maintenant aux molécules de la chimie organique du vivant. Alors, la forme privilégiée platonicienne est omniprésente dans toute la chimie organique. C'est-à-dire, vous voyez, ça représente beaucoup de choses. C'est le tétraèdre. Alors ça, c'est la figure reine de toute la chimie. Les atomes de carbone, quand ils ont 4 voisins, sont au centre d'un tétraèdre régulier. Donc, si vous regardez une molécule très simple, la cellulose et l'amidon qui a pratiquement la même structure, c'est 80% de la biomasse, ça se compte en milliards de tonnes, n'est-ce pas? Donc, c'est pas quelque chose de rare. Hein. Eh bien, la cellulose, si vous regardez, chaque carbone, ça n'apparaît pas ici, évidemment, c'est pas évident, mais chaque carbone, chaque fois que vous avez une structure hydrocarbonée, est au centre d'un tétraèdre à peu près régulier. Les distances ne sont pas tout à fait égales, mais ce sont autant de tétraèdres. Et ce qui est très important, c'est que si vous assemblez 6 tétraèdres entre eux, comme ceci, vous formez une structure régulière sans tension qui est la plus stable possible. Autrement dit, ce cycle à 6 là, en fait c'est la molécule de glucose refermée sur elle-même. Ce cycle à 6 représente une stabilité exemplaire et est omniprésent dans tout le vivant.
Alors, on le trouve évidemment dans la cellulose, on le trouve dans l'amidon, mais vous allez voir qu'on le trouve dans les hormones, chaque fois que vous avez des carbones avec des substituants. Entre autres, ça, c'est des hydrates de carbone, ils sont tous tétraédriques. Autrement dit, on a plus qu'une réminiscence ici. On retrouve une intuition fondamentale de nos ancêtres platoniciens. Remarquez, ça peut être aussi tiré par les cheveux, ce que je dis. De toute façon, il n'y a aucun raccord entre ce qu'il disait et ce que l'on a découvert là. Mais j'essaierai de vous donner une justification de ceci. Malgré tout, cette forme est omniprésente. Donc la cellulose, vous voyez le cycle A6, ici, il s'inscrit très bien sur le dos d'une grenouille qui est prise dans mon jardin. Et on l'appelle la forme chaise ou sofa, vous voyez, ou ça pourrait plutôt être une chaise longue. Le cycle A6, s'il est sous cette forme-là, est stable. Autrement dit, pratiquement tous les cycles A6 qu'on trouve dans le vivant sont sous leur forme la plus stable. On est à température constante. Et il faut que cette structure soit durable. Ils présentent toute cette forme. Donc ça, c'est une des formes omniprésentes dans le vivant, la forme chaise. J'ai pris une autre molécule ici pour vous montrer qu'il y a une seconde forme qui est omniprésente. C'est celle-ci. Alors ça, c'est le saccharose, une molécule de glucose et une molécule de fructose. Elles sont cyclisées et on voit apparaître ici une deuxième forme fondamentale qui est le cycle à 5 côtés. C'est le cycle du fructose, mais c'est aussi le cycle du ribose, du désoxyribose. Autrement dit, ce sont des formes omniprésentes dans toute la génétique. Donc le cycle a 5 côtés et adopte cette forme-là. Il est légèrement plié et on appelle ça une forme enveloppe. Donc vous voyez, toutes ces composés-là se ramènent à deux formes et deux formes seulement. La forme chaise ou sofa, qui est sur la grenouille, et celle-ci qu'on appelle la forme enveloppe. Deux formes, c'est pas beaucoup. Alors à ces deux formes-là, on en ajoute quelques autres. Bon, ça c'est notre ami qui s'est amusé à faire un bonhomme avec quelques figures simples. La troisième forme qu'on retrouve partout, celle-ci, c'est dans les peptides. Les peptides, ce sont les acides aminés enchaînés qui constituent nos enzymes. Et ces chaînes-là de peptides sont très longues, plusieurs centaines d'unités, cousues les unes à la suite des autres, et elles adorent se replier comme ceci, n'est-ce pas, pour former ce que l'on appelle des feuillets. Et ces feuillets sont omniprésents, on les appelle feuillets bêta, parce que le terme alpha a été pris pour l'hélice. Donc ces feuillets-là constituent une des autres formes. Donc il y avait la chaise, l'enveloppe, il y a le feuillet. Vous allez voir qu'on le retrouve dans toutes les protéines. Après le feuillet, il y a l'hélice alpha. Attention, il ne s'agit pas de l'hélice de l'ADN, là. C'est une chaîne de peptides, ici, qui s'enroule sur elle-même, le long d'un cylindre, et la stabilité est assurée parce que les molécules se lient entre elles. Et cette hélice-là s'entoure le long d'un cylindre dont on connaît toutes les particularités géométriques. C'est donc la quatrième forme. C'est bien ça, j'en ai dit 4, oui. La quatrième forme fondamentale du vivant. Il n'y en a guère d'autres. Il y en a d'autres qui sont formés par les acides gras, mais au contact de l'eau, on peut obtenir des couches, des micelles, mais là, je n'en parle pas. Là, je parle des formes qui sont tout à fait omniprésentes dans nos organismes. Alors, voici, par exemple, une enzyme classique, telle que la représentent les biologistes ou les chimistes. Elle est constituée de morceaux de chaîne, la chaîne peptidique. Alors ça, ce sont des petits bouts de trait, comme ceci. Et par endroits, on trouve des enchaînements qui forment une hélice alpha, toujours le même type d'hélice, toujours tournant dans le même sens. Et également, vous voyez des feuillets de type bêta.
c'est-à-dire plusieurs chaînes qui se recoupent, 3, 4, qui se regroupent latéralement, et l'ensemble constitue la structure tridimensionnelle. Je crois que c'est une des variantes de la peptine, ça, qui traîne dans tous les bouquins. Hein. Je ne l'ai pas inventé, évidemment. Donc, vous voyez, elle est constituée de fils, des morceaux de fils, qui relient entre eux des hélices. Ces hélices sont elles-mêmes constituées de tétraèdres. Hein. Chaque atome est tétraédrique là-dedans. Donc, vous voyez. Et puis, la superstructure, en quelque sorte, fait appel aussi à des feuillets. Donc, il y a 3 formes. Il y a 2 formes qui apparaissent très nettement, des structures, des hélices, des feuillets, reliés par des fils. Évidemment, la disposition spatiale de l'ensemble n'est pas aléatoire du tout. Chaque enzyme a une structure bien déterminée et sa fonction exacte en dépend, n'est-ce pas? Mais c'est avec seulement très peu de formes, en fait, que l'on peut décrire à peu près l'ensemble des... Donc, quand on regarde une enzyme quelconque, hein, il y en a à l'heure actuelle plusieurs milliers de connus, on peut penser que c'est un chaton qui s'est amusé à jouer avec un fil de laine, et c'est un peu l'impression qu'ont les gens quand ils regardent une structure nouvelle. Bon, il faut piocher là-dedans pour retrouver les feuillets bêta, les hélices alpha, ça ne se fait pas comme ça, évidemment. Mais il n'empêche que c'est très peu de formes qui permettent de retrouver ça. Je pense que le chat ne serait pas capable, lui, par contre, de reproduire ce qu'il vient de faire, alors que l'organisme reproduit les enzymes qu'il synthétise à partir de l'ARN et de l'ADN, il les reproduit indéfiniment, identiques à eux-mêmes, et quand il ne le fait pas, ça se passe très mal pour nous, n'est-ce pas? Alors voilà, évidemment, la quintessence de ce que l'on peut faire avec les formes précédentes. L'ARN et l'ADN conjuguent évidemment conjugue, non, c'est pas ça. Voilà. Conjugue le tétraèdre au centre de chaque aminoacide. Vous avez un tétraèdre. Vous avez des formes enveloppes à n'en plus finir. Le ribose, des oxyriboses, ce sont des cycles, des morceaux de pentose qui ont une forme enveloppe. Et la forme en hélice, cette fois-ci, elle est double parce que 2 hélices sont accolées. Mais dans l'ARN, par exemple, on a d'énormes parties où on trouve l'hélice simple. Et dans l'ADN, elle est double. On voit bien qu'il y a 2 brins. Mais on retrouve seulement un nombre très limité de formes élémentaires là-dedans, bien qu'il y ait une immense variété d'enchaînements possibles. Donc là, il fallait dire un mot du code génétique. Autrement dit, le code génétique est si on le regarde localement, il est d'une très grande simplicité. Simplement, par contre, les enchaînements successifs de codons, eux, sont d'une grande complexité, mais chaque étape élémentaire est relativement simple et très bien connue, et en plus d'une forme totalement permanente, n'est-ce pas? D'ailleurs, on imagine que chaque fois que l'on cherche à déformer l'ADN, il suffit de le perturber un petit peu pour qu'immédiatement l'enroulement ne soit plus régulier, n'est-ce pas, et se casse. On sait très bien casser l'ADN, et même à des endroits précis, en mettant des structures qui viennent s'intercaler et empêcher l'enroulement parfait que l'on peut attendre. Donc, vous voyez, on a trouvé avec le vivant des nouvelles formes, elles sont en plus petit nombre, et ce que je vous disais au début se vérifie. Il faut que ces formes soient souples, soient déformables, parce qu'elles se déploient, elles s'enroulent, et elles sont coupées et synthétisées. Donc, l'organisme sans arrêt doit les fabriquer, et elles ne peuvent pas être rigides, parce que tout ça, ça doit tourner, ça doit se conformer à l'organisme, ça doit diffuser dans des liquides, n'est-ce pas, dont nous sommes constitués. Autrement dit, si tout ça était rigide, ça ne marcherait absolument pas. Autrement dit, les polyèdres, c'est bien joli, mais ça va pour la matière cristalline ou la matière solide, mais pas pour le vivant. Alors, jusqu'à présent, on a pensé, bon, ça va bien sur Terre, est-ce que les idées platoniciennes, est-ce que ces formes-là, bon, mettons que le vivant soit une exception, c'est une hypothèse de travail. Est-ce que, par exemple, dans le reste de l'univers, est-ce qu'on trouve des polyèdres?
Ben, la réponse est tout à fait oui. Par exemple, cette variété de carbone qui est l'icosaèdre tronqué, le ballon de football. Jusqu'aux années 80, c'était une molécule qui n'était pas connue. Alors donc tout simplement, elle ne posait pas de problème. Elle a été découverte dans des suites carbone et on l'appelle le fullerène ou C60 parce qu'il y a 60 atomes de carbone et rien d'autre. Hein. Donc c'était une curiosité et en fait on a découvert que c'est une variété de carbone. Jusqu'à présent on connaissait 3 variétés de carbone, le carbone amorphe, le noir de charbon, le graphite, qui est la forme la plus stable du carbone, hein, et le diamant. Le graphite étant plus stable que le diamant. Donc, si vous laissez votre diamant trop longtemps à l'air, un jour, il va se transformer en graphite. Et ce n'est pas une blague. En fait, non, la vitesse de transformation est infiniment lente à notre échelle. Sinon, on n'en trouverait pas dans les minéraux. Mais cette variété de carbone, donc, c'était une curiosité de laboratoire. Et puis, depuis une dizaine d'années, on regarde dans les espaces froids de l'univers. Avant, on ne les examinait pas puisqu'on pensait qu'ils étaient vides. Et avec des spectrographes embarqués, il ne faut pas que ce soit dans l'atmosphère terrestre, il y a beaucoup trop de molécules dans l'atmosphère terrestre, on s'est mis à examiner les espaces intergalactiques froids. Il faut qu'ils soient froids aussi. S'ils sont trop chauds, il n'y a pas de molécules vivantes, hein, tout est détruit. Et dans ces gaz froids, qui représentent la majorité de l'univers, on a commencé à découvrir des molécules hydrocarbonnées, de l'eau évidemment. On découvre de l'hydrogène et de l'hélium, plus de 90% de l'univers. Mais en regardant bien, on trouve des molécules. Et parmi ces molécules, excusez-moi, on découvre des molécules carbonées, dont celle-ci, à tel point qu'elle a été caractérisée et qu'elle est en fait... Un peu d'eau, vous voulez? Non, non, c'est de l'asthme. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête. Cette molécule-là est très fréquente dans l'univers. On lui a trouvé aussi... On lui a trouvé des frères et sœurs. Mais vous voyez que c'est quand même curieux de trouver un polyèdre archimédien dans le confin des galaxies. Et ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Si vous cherchez des caractérisations dans les revues, je dis bien dans les revues même destinées au grand public, vous verrez que ces molécules carbonées sont extrêmement fréquentes. C'est même probablement une des formes les plus fréquentes de carbone qu'on trouve dans l'univers. D'où l'idée qu'il existe maintenant, on a détecté aussi des étoiles de carbone, où il n'y a que du carbone, et donc probablement, vu la pression et la température qui règnent, d'immenses quantités de diamants. Mais le diamant n'est pas très, très facile à détecter. Ces molécules-là sont encore faciles à détecter parce qu'elles bougent, donc on peut les caractériser. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait des molécules de diamant dans... En tout cas, il y a des étoiles carbonées, ça c'est connu. Et dans leur atmosphère externe, on trouve d'immenses quantités de ce polyèdre archimédien. Donc, j'en arrive à ma conclusion, c'est que au début, c'était une idée platonicienne ou pythagoricienne, ça relevait de la métaphysique. Loin de l'idée de dire que la métaphysique n'est pas intéressante, mais si vous voulez, c'était dénué de support expérimental. Avec Archimède, qui est avant tout un ingénieur, on arrive à un support expérimental déjà, et Euclide évidemment, c'est-à-dire qu'avec une règle et un compas, on peut déterminer que ces polyèdres-là ont des propriétés, mesurer les angles et vérifier que tout est vrai. D'autre part, pour Archimède et la troncature, vous faites un modèle en pierre et vous coupez les faces et vous allez trouver ces polyèdres-là. Vous pouvez les faire avec une scie à bout de bois
ou vous pouvez les façonner à la main. Donc ça, c'est pas une vue de l'esprit. Autrement dit, n'empêche que ça restait quand même des mathématiques appliquées. Il a fallu attendre à peu près le 19e siècle pour qu'on commence à trouver dans la nature des formes régulières qui avaient été anticipées, comme pour l'atome, probablement par pure intuition. Néanmoins, cette intuition s'est révélée d'une fécondité absolument extraordinaire. Il y a un hic, c'est que quand on se branche sur le vivant, la nature est géomètre, mais n'utilise plus les formes idéales. Elle utilise des formes de flexibilité très supérieures. Elle ne peut plus utiliser ces formes trop rigides parce qu'elle ne pourrait pas les modifier ni les édifier en permanence. Ces formes-là sont trop stables pour être intéressantes pour le vivant. Pour que les molécules puissent évoluer, il faut qu'elles soient flexibles. Donc la nature, elle est géomètre, mais elle sait aussi utiliser, comme Dali, des montres molles, c'est-à-dire des choses qui se déforment. Les polyèdres réguliers ne se déforment pas. Si vous le déformez, il est plus régulier. Il se casse. Voilà, la nature est géomètre, mais elle sait s'adapter et le vivant a trouvé quand même des tas de ruses pour échapper à l'emprise de Pythagore. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà. J'ai un petit accès. Oui. Il est passé. Vous voulez encore Non, ça va. Voilà, question de votre part. Bon, c'est pas contagieux l'asthme pourtant. Voilà. Question de votre part, Alain Sevin, concernant ces miraculeux, non, le terme est mal choisi, mais enfin ces curieux polyèdres qui sont partout sans qu'on s'en rende bien compte. Voilà, je vous attends. Si vous avez des questions, allez-y. Je vous en prie. Non ? Oui, bonsoir monsieur. J'aurais une question. N'y a-t-il pas une contradiction entre le bel ordonnancement de la matière que vous nous avez décrit et le fait que, si on se base sur les principes de la thermodynamique, l'entropie augmente, apportant un désordre continu à ce bel ordonnancement, à la fois dans le domaine des sciences physiques et des sciences humaines. Il faudra peut-être dire un mot sur ce que c'est que l'entropie pour certaines personnes. Non, en gros, l'entropie est une fonction qui ne peut qu'augmenter. Donc, elle stipule très, très nettement que l'entropie d'un système ne peut qu'augmenter, c'est-à-dire que le désordre ne peut que croître. Oui, mais ça, c'est bien certain. Mais il y a des tas de phénomènes qui vont contre l'entropie. La cristallisation est un phénomène qui crée de l'ordre. La vie est basée sur la négantropie. Bon, ça ne veut pas dire que l'entropie globale n'augmente pas, mais chaque être vivant crée de l'ordre en créant un désordre plus grand au-delà. Il en va de même pour la cristallisation. Quand vous prenez un bout de sucre que vous le diluez dans l'eau, vous augmentez l'entropie. Si vous le laissez recristalliser lentement, vous allez refaire du cristal. On peut démontrer que l'entropie globale augmente quand même. Mais localement, vous créez de l'entropie négative. C'est-à-dire chaque fois que quelque chose cristallise, par exemple, vous créez un ordre plus grand que le désordre ambiant. La vie est basée sur la négantropie. Nous prenons dans notre environnement des matières désordonnées, par exemple l'air que nous respirons, et je vais le transformer en oxygène qui va aller diffuser dans mes cellules, où cette fois-ci il est fixé par l'hémoglobine, par exemple. L'entropie diminue chaque fois que je respire. Donc, ça n'est pas contradictoire. L'entropie globale de l'univers augmente, c'est certain, mais tous les phénomènes d'ordre locaux font que cette entropie diminue de la façon la plus lente possible. C'est une autre façon de voir les choses qui a été définie par Prigogine et toute son école. Ça veut dire que la matière se dissipe, mais le plus lentement possible. On le trouve dans les tourbillons, dans les figures classiques de diffusion, même dans les systèmes très, très aléatoires. Ce serait un truc à dire aux dictateurs, ça.
hein, que chaque fois qu'ils mettent de l'ordre, ils augmentent le désordre. Ah ben, c'est certain. C'est certain. D'autres questions? Allez-y, je vous en prie. Voilà. Enfin, je voudrais que vous... Bon, c'est pas par superstition, alors là, chez moi sûrement pas, mais enfin, ce nombre d'or est assez intriguant quand même. J'espère qu'il a plus de réalité que la règle d'or. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous nous en disiez un mot. Est-ce qu'il est opérationnel en technologie Ah oui, bien entendu. Bien sûr. Autrement que que pour le fun, comme dirait. Non, mais il apparaît dans des structures régulières. Par exemple, lorsque vous développez le plan d'une... C'est un exemple qu'on cite toujours. Le plan d'une coquille d'escargot, on peut démontrer dans ce cas-ci que la croissance régulière se fait à partir d'un certain rapport entre le rayon et l'angle. Et cette croissance fait apparaître tout naturellement le nombre d'or. On le trouve aussi, par exemple, si vous regardez la structure des grains, c'est toujours montré ceci, les grains de tournesol qui s'orientent évidemment en croissance régulière, et on démontre que d'une spire à l'autre, apparaît des structures comme le nombre d'or. Oui. Les architectes en parlaient beaucoup à une époque, surtout l'architecture grecque, hein, si je ne m'abuse. Mais est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce qu'on s'en sert pour faire des bâtiments, ou est-ce que c'est simplement un phénomène naturel que l'on retrouve, mais qui n'a pas de valeur opérationnelle, si je puis dire? Alors, à partir de la Renaissance, sachant que c'était justement le nombre d'or, beaucoup l'ont utilisé. Voilà, mais par jeu plutôt qu'autre chose. Ça fait pas mieux tenir quelque chose. Par convention. Il existe même des formats classiques, si vous faites de la peinture, des formats de cadre qui respectent parce qu'il a la réputation d'être particulièrement esthétique. Enfin, ce rapport-là, 1,6 ou 0,6. C'est juste, c'est une convention. Pour moi, c'est une convention. Je ne sais pas si on peut montrer que nous avons, en quelque sorte, dans nos neurones, il faudrait demander ça à Jean-Pierre Changeux, quelque chose qui fait que ce nombre 1,618 est une valeur particulière. On peut pas, un architecte ne va pas, ça n'est pas une règle de travail, de fonctionnement, c'est ça. Si, il a pu l'être. Il l'a été, mais par convention. Chaque architecte, jadis, on appelle ça le maître. Symétrie, ça vient de là, fait avec le maître. Chaque architecte choisissait un maître, par exemple les architectes grecs, et bien entendu, pour que leur bâtiment tienne, le reportait un certain nombre de fois. Et ce n'est pas aléatoire, évidemment. Ils choisissaient des rapports parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient retomber sur un nombre de colonnes, etc. Donc il y a des contraintes là-dessus. Il n'est pas dit... Beaucoup de gens ont dit que le Parthénon était une illustration du nombre d'or. Moi, j'ai lu tout à fait le contraire, par exemple, par des gens qui ont refait des mesures très précises qui contredisent ceci. Moi, j'avais bien une amie qui se vantait d'avoir un mari qui avait le nombril qui respectait le nombre d'or au niveau de sa taille. Enfin, ça, c'est autre chose. Des questions, je vous en prie. Allez-y. Vous avez des questions, c'est sûr. Alors, voilà. Oui, madame, bonsoir. Vous appuyez, voilà. Oui, bonsoir. Alors, vous avez montré que la composition d'ADN était une double hélice, et cette double hélice, en fait, est une architecture qui dépend de la composition atomique et des angles qui sont imposés par les liaisons entre les atomes. Et puis, vous avez parlé des capsides virales, dont certaines sont des icosaèdres réguliers, donc à 20 faces. Et je m'interrogeais sur pourquoi, parce qu'à ma connaissance, autant pour l'ADN, on peut expliquer l'architecture spatiale, autant à ma connaissance, pour les capsides, on ne sait pas pourquoi 20 faces. Alors, je me demandais s'il y avait une explication d'ordre mécanique. Est-ce que des icosaèdres à beaucoup de faces sont mécaniquement plus résistants à une déformation que des icosaèdres à nombre de faces plus petit? S'ils sont des icosaèdres, ils ont 20 faces. Ils ont 20 sommets. Hein. Non, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Les polyèdres, à nombre de faces plus petit. On peut donner une explication mécaniste, je la donne intuitivement. Hein, je n'ai pas étudié, je ne suis pas moi-même spécialiste des adénovirus, que l'efficacité
du virus va être d'autant plus grande qu'il possède plus de points possibles d'attaque pour une cellule donnée. D'autre part, pour être véhiculé dans les humeurs en général, hein, dans le sang, dans la lymphe, il faut que la structure soit la plus hydrodynamique possible. Donc la sphère est un excellent candidat à ce sujet. On trouve ça par exemple dans les kilomicrons qui transportent les triglycérides. Bon, la forme sphérique est idéale parce que c'est celle qui diffuse le plus facilement dans les capillaires, par exemple. D'autre part, le deuxième point intéressant, c'est que plus il y a de pics susceptibles d'entrer dans une cellule, plus le virus va être efficace. Parce que c'est comme une mine qui n'aurait qu'un point de déclenchement serait moins efficace qu'une qui en aurait une douzaine, par exemple. Ça veut dire que si vous avez une sphère avec plein de piquants, la probabilité de vous piquer va être plus grande. Je pense que c'est peut-être des phénomènes de cet ordre-là. Je n'ai pas d'explication autre. Elle est purement mécaniste. Hein. Oui, justement, mais les phages, certains phages aussi ont une capside à 20 faces et n'ont pas ces pics qui sont à la surface et qui permettent leur ancrage parce qu'ils ont un autre mode d'ancrage. Ah oui, bien sûr. Dans les cellules. Mais ma question, c'était un terme mécanique. Si on imaginait pouvoir déformer en écrasant ces structures, est-ce que le polyèdre qui a le plus de faces est plus résistant? Est-ce que les physiciens se sont attachés à ça? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas répondre à votre question. Parce que, mais je vais justifier ma réponse. Intuitivement, nous pensons, presque tous les scientifiques pensent, que plus une structure est symétrique, plus elle est stable. On ne peut pas le démontrer. À ma connaissance, on ne le démontre pas. J'ai travaillé beaucoup sur la symétrie. Je n'en connais pas de démonstration. Tous les gens qui ont travaillé sur des cristaux peuvent témoigner qu'il est très difficile. Alors, sur les réseaux cristallins, on sait que des réseaux sont plus faciles à fragmenter que d'autres. Ça n'est pas lié à la forme de leurs cellules de base, c'est lié à la nature des liaisons qui lient entre elles les cellules. Donc, par exemple, le graphite est très facile à déformer parce que les liaisons entre feuillets sont très faibles. Le diamant est indéformable, bien qu'il ait le même nombre de carbone et qu'il ait pratiquement la même stabilité, tout simplement parce que les liaisons ne sont pas déformables. La glace est très dure parce qu'elle a une forme bien déterminée, d'ailleurs de 6 glacis en chaise qui sont empilés les uns sur les autres, et elle ne glisse pas facilement quand elle est bien cristallisée. C'est un solide assez dur. Mais de là à relier, par exemple, la solidité d'un matériau à sa nature cristalline, je pense qu'il n'y a pas de généralité parce que ça dépend dont les constituants du solide sont liés entre eux. Vous pourriez avoir une structure très symétrique faite d'éléments qui ne sont pas fortement liés entre eux. Vous pouvez disposer des billes avec beaucoup de soin ou des cartes avec beaucoup de soin pour reproduire un cube. Néanmoins, il suffit d'un très faible ébranlement pour le mettre à bas. Donc, entre la forme et la stabilité, il n'y a pas nécessairement une relation. Enfin, c'est un problème auquel beaucoup de gens ont réfléchi par le biais de la thermodynamique ou d'étudier les déformations, évidemment. Je ne sais pas s'il y a une loi générale. Je n'en connais pas. A fortiori en biologie. Enfin, presque toutes les marques de voitures vont vous dire qu'au crash test, ils ont telle structure dans leur pare-choc qui leur assure la supériorité sur les autres. Ah, mais les crash tests, c'est extrêmement... oui, il y a une quantité de science énorme. On étudie le profilage, par exemple, des tôles pour qu'à la déformation, elles encaissent. On a fait des progrès extraordinaires là-dessus, oui. Vous avez posé une colle à notre invité. Oh, non, mais bon. Oui. Qui a encore des questions? Je vous en prie, allez-y. J'en ai une, moi. Vous parliez tout à l'heure de la... Bon, on comprend, en tout cas moi, donc
probablement tout le monde comprend ce que vous nous racontez concernant ces polyèdres et leur structure géométrique. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, je pense au prion par exemple, qui est responsable, comme chacun sait, de la maladie de la vache folle. On pense que le prion infectant est rigoureusement identique au prion non infectant. Je sais que vous n'êtes pas médecin en tout cas, bon, mais à la différence qu'il n'est pas orienté, il n'est pas plié, si je puis dire, dans le même sens. Il est inversé. Est-ce que le phénomène se retrouve avec les polyèdres biologiques que vous avez décrits tout à l'heure? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose comme une polarisation qui peut jouer sur la fonction biologique du polyèdre en question? Autrement dit, est-ce qu'il existe par exemple des gens dont l'hélice d'ADN serait enroulée dans le sens contraire? Ah non, ça. Vous me rassurez là. Quelquefois, je me demandais des choses. Donc, est-ce que voilà ma question, quoi. Est-ce que ça se retrouve dans le fonctionnement? Est-ce qu'il y a un pliage obligatoire dans un sens? N'importe quelle enzyme, prenons une structure enzymatique, possède une forme donnée, et cette forme est unique. Elle est assurée d'ailleurs au cours de sa synthèse par différents types de molécules spécialisées. Dans le façonnage. Quoi. Oui, qu'on appelle des chaperones. Mm-hmm. Et les chaperones sont chargées à différents moments de donner à l'ensemble qui se construit la forme qu'il va avoir. Mm-hmm. Et ces molécules-là commencent à être bien connues. D'accord. On les appelle aussi des protéines de stress. C'est-à-dire quand vous subissez un stress, par exemple par la température, moi, par exemple, je commence à avoir. Oui, vous pouvez retirer votre veste. Je voulais vous le dire depuis tout à l'heure, je vous en prie. J'ai commencé avec. Bon, ces protéines de stress sont là pour redonner la forme aux enzymes qui ont été légèrement déformées par la température. Mm-hmm. Parce qu'elles sont déformables par la température. Et vous en apercevez quand vous cuisez un œuf. Ah oui. Ou n'importe quoi. Donc en fait, la réponse à ma question, c'est... Non, ce n'est pas une vraie réponse que je vous ai donnée, je suis d'accord. Mais si par exemple certaines protéines, certains adénovirus par exemple, adoptent cette forme très symétrique, ce n'est pas sous cette forme-là qu'ils vont attaquer. Ça, c'est pendant le transport qu'ils sont ainsi, n'est-ce pas? Donc en quelque sorte, là, ils sont en réserve c'est avant l'attaque. Par contre, au moment où ils attaquent une cible, ils se déforment eux-mêmes complètement, à tel point qu'ils s'ouvrent pour libérer l'ADN. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a un phénomène dynamique qui libère complètement. Mais le prion n'est pas un virus. Le prion, je pense que c'est pareil. Si on regarde sa forme cristallisée, ce n'est pas nécessairement sous cette forme-là qu'il attaque. Oui. D'accord. D'autres questions sur les polyèdres? Je vous en prie. Ne vous privez pas. Mesdames, messieurs, profitons-en. Personne ne veut poser des questions. Pourquoi est-ce que la nature semble préférer la gauche, si je puis dire? Pardonnez-moi. Je ne voudrais choquer personne. Ah, mais la chiralité... Enfin, oui, d'accord. Non, pas de méprise. Tous les acides aminés dont nous sommes constitués appartiennent à une série qu'on appelle gauche, à la série L. Bon. Comme Alain Delon dans un film, dans un western. Oui, exactement. Ça s'appelle Soleil levant. Oui, tout à fait. Un des pires de tous. Oui. Bon. Et bon, je vais vous dire, la réponse, elle est connue. Pourquoi elle est à base de molécules gauche ou droite, on ne sait pas. Mais qu'il n'y en ait qu'une sorte, ça se comprend très bien. Si vous prenez une séquence du type N molécules, chacune peut être A ou B. Vous commencez par faire A, 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 A. Vous aurez une seule finale. Si vous faites A, B, B, A, n'importe comment, vous en aurez 2 puissance N. Mm-hmm. Dans une enzyme classique, il y a 400 acides aminés, 300. Imaginez 2 puissance 400 molécules différentes. Oui, ça commence à faire. Vous n'auriez aucune réplicabilité envisageable. Il faut que tous aient la même configuration, une fois pour toutes. Sinon, vous auriez
aucune structure reproductible à cette échelle. Même chose d'ailleurs pour les molécules usuelles que nous fabriquons. Dès qu'elles ont des possibilités de chiralité, si vous voulez qu'elles soient reproductibles, il faut qu'elles reproduisent toujours la même. Sinon, vous n'auriez aucune enzyme qui pourrait être produite égale à elle-même. Il suffirait qu'un seul centre diffère, un droit remplaçant un gauche, et il aurait une toute autre allure spatiale. Au lieu de partir... Enfin, on ne sait quand même pas pourquoi, c'est toujours... Ah, alors là, c'est autre chose. Pourquoi ça a commencé avec des molécules d'un type donné? Oui. Ça, si je le savais, j'irais directement à Stockholm chercher. D'accord, le prix Nobel. Oui. Oui. On parle de champ magnétique au moment du Big Bang ou de choses comme ça. Mais enfin... D'autres des forces faibles, oui. Oh, ben, je connais au moins 7 ou 8. Piquez-leur leurs idées, puis aller à Stockholm. On va vous... Oui, mais il y a d'autres chimistes plus jeunes que moi dans l'ambiance. Oui, monsieur, bonsoir. Qui courent plus vite. Donc, rien à voir avec la chiralité. C'est juste un point de détail. Le fullerène en C60 est-il plus stable thermodynamiquement que le graphite en feuillet? On a dit que le graphite était plus stable que le diamant. Oui. Vous aviez l'air de dire que le fullerène, le footballène, était encore plus stable. Non. C'est une forme allotropique de carbone. D'accord. C'est simplement une forme stable. Alors, je vais vous répondre. Il n'y a que 60 carbones. Oui. Si vous détruisez le fullerène, vous ne pouvez pas, avec 60 carbones, faire un échantillon de graphite. Non. De taille suffisante pour qu'on puisse mesurer la stabilité relative de chaque. Ce que l'on peut faire, c'est le brûler. On peut le brûler dans un calorimètre et vérifier, si vous voulez, sa chaleur de combustion. Et je pense qu'il est moins stable que le graphite. D'accord. Mais je pense, mais je ne sais pas si même... Alors par contre, on a pu faire le calcul quantique des deux et le graphite est plus stable. Merci. D'autres questions? Oui, madame, bonsoir. Posez-lui une question gentille. Hein. Bon. Ah non, mais... Allez-y, parlez bien dans le micro. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que dans la nature, il y ait autant de tétraèdres, puisque l'eau est un tétraèdre? Oui. L'eau est un tétraèdre. Si vous prenez ces deux paires libres, c'est la même raison qui fait que le carbone est tétraédrique quand il a 4 substituants. C'est un modèle très simple. Vous considérez chaque liaison comme formée d'une paire d'électrons. Là, je suis obligé de rentrer dans le détail technique. Donc, que cette paire soit liée ou pas, c'est pareil. Et si vous regardez la figure d'équilibre de 4 paires dans l'espace lié à un même centre, ça donne un tétraèdre. Bon, on peut le démontrer mathématiquement de façon très simple. Vous prenez une sphère sur laquelle vous placez 3 charges identiques, des charges électriques. Ces charges se repoussent. Vous les laissez évoluer, elles vont se mettre au sommet d'un triangle équilatéral formé par un plan diamétral. C'est tout simplement parce que dans cette géométrie-là, elles sont la plus éloignées possible les unes des autres. Si vous en mettez 4, elles se mettent au sommet d'un tétraèdre. C'est la figure d'équilibre de chaque fois que vous avez un centre lié à 8 électrons. Chaque électron représentant une charge négative. Donc, chaque fois que vous avez un atome tétracoordonné, sa figure d'équilibre est un tétraèdre. C'est un modèle très, très général. Et ça marche très bien. Si vous mettez 4 charges identiques sur une sphère, elles adoptent la géométrie tétraédrique. La réponse vous convient? Ça va nous aider à faire nos plans de table, ça, quand on a les cousins et les cousines qui ne s'aiment pas, vous savez, on les met au sommet des... Bon. Mais ça, c'est un modèle que les chimistes enseignent en licence. Ça s'appelle la méthode. Un nom barbare. Pardon. Ça s'appelle VSEPR. Valence Shell Electron Pair Repulsion. 4 charges se mettent selon une géométrie tétraédrique. C'est la géométrie d'équilibre. Et on peut démontrer
La dérivée seconde de l'énergie est nulle. La dérivée première est nulle et la dérivée seconde aussi. C'est pas très compliqué. Voilà, la belle fille là, la belle-mère là. Ah ben avec 3 charges, c'est clair, elles se mettent au sommet oui. d'un triangle. Si on a une table ronde, oui. Non. Ah non, même vous mettez une salle avec 3 personnes qui se haïssent, oui. Vous allez les retrouver au sommet d'un triangle équilatéral. Oui, bah, c'est de la com, ça, oui, on connaît ça, nous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore... Ah oui, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu, enfin, qui m'intrigue. Bon, il y a un vieux débat qui est, est-ce que les maths, est-ce que les mathématiques sont dans la nature ou est-ce que ce sont les hommes qui ont mis les mathématiques dans la nature? Et tout à l'heure, vous avez parlé finalement d'un problème relativement équivalent concernant ces formes géométriques. Les a-t-on découvertes ou en fait les suscitons-nous d'une certaine façon? Là, la réponse paraît plus claire que pour les maths quand même, puisque vous les trouvez, là, elles existent avant nous. Quand Haeckel regarde le plancton, il ne choisit pas. Ouais, on pourrait imaginer qu'il a sélectionné les formes les plus belles, c'est pas impossible non plus. Mais non, dans l'ensemble, on a confirmé tout ce qu'il a dessiné. Et donc ces formes-là existent. En plus, le calcul mathématique vous les restitue. Et justement, ce n'est pas un des moindres succès de la mécanique quantique que de vous retrouver tout ça avec des décimales autant que vous voulez. Donc, il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Justement, ce qui est curieux, c'est qu'au départ, on pouvait penser que c'était une vue de l'esprit, qu'il s'agissait de mathématiques pures, n'est-ce pas? En fait, la nature aime bien les mathématiques pures, et c'est ce que disait Galilée, par exemple. Le livre de la nature est écrit en mathématiques. Et Platon ne disait pas autre chose, Aristote non plus d'ailleurs, mais ce n'était pas les mêmes mathématiques. Pas tout à fait les mêmes. Des questions? Alors, où on va maintenant avec cette science, comment on appelle ça, la polyédrine, comment pourrait-on appeler? C'est de la topologie ou pas, finalement? On débouche sur la topologie. Il y a toujours 2 grands maîtres là-dedans qu'on redécouvre de plus en plus. Il y a Haeckel, ça c'est pour l'art, mais il y a aussi Darcy Thompson qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle De la croissance et de la forme. C'est un livre qui reste le livre de base de beaucoup de chercheurs, où il démontre que beaucoup d'organismes en croissant reproduisent des schémas géométriques identiques et pour des règnes aussi différents qu'une feuille, qu'un poisson ou une coquille d'escargot, tout simplement parce que les potentiels mis en jeu sont les mêmes. Mais la recherche, elle s'y intéresse de près, elle cherche dans ce domaine-là, et qu'est-ce qu'elle cherche en fait? On ne cherche plus beaucoup dans le domaine des polyèdres parce qu'on en connaît tellement, on en trouve tout le temps, maintenant ça n'étonne plus. Par exemple, dans le domaine des nanomatériaux qui sont très récents, on en découvre à peu près de nouveaux tous les jours, et toujours les mêmes d'ailleurs. Les petits clusters d'atomes se mettent sous forme d'octaèdres. Mais il y a peut-être quand même j'allais dire des efforts, il y a peut-être quand même des objectifs à poursuivre, parce que certaines découvertes pourraient peut-être apporter des propriétés nouvelles. Mais c'est bien certain. Par exemple, prenez le problème de disposer des spots sur une surface. C'est le problème de l'affichage électronique. Oui. Bon, il faut disposer des petits tas d'atomes le plus régulier possible et ayant la forme la plus régulière possible pour que le message ne se déforme pas. Eh bien, on cherche à reproduire des formes géométriques bien précises de façon à ce qu'elles soient reproductibles indéfiniment. C'est maîtrisé, par exemple, dans les CD, dans les DVD. Les cristaux liquides, des choses comme ça. Les cristaux liquides, c'est autre chose. Les cristaux liquides, c'est justement des formes, si j'ose dire, plastiques. On appelle ça des phases mésomorphes, qui ne sont pas vraiment liées, qui restent liées, mais pas trop. Parce qu'un cristal liquide, quand vous appuyez dessus, il doit changer de propriété. S'il était rigide, vous pouvez appuyer sur la table, il ne se passera rien. Vous n'afficherez rien. Donc les cristaux liquides sont des choses qui se déforment, soit par un signal lumineux, soit par un signal tactile. Et il faut que la forme non seulement soit déformable, mais revienne après à son niveau d'origine.
Donc ça, c'est maîtrisé aussi. Vous avez dit, On c'est appelle quand vous ça- voulez, hein, parce que Moi, j'avais une question justement. oui. Ce sont des Oui, phases mésomorphes, ça on les connaît bien. Justement, vous avez abordé à peu près le problème de l'électronique. Alors justement, dans les nouveaux CD qu'on fait maintenant, les Blu-ray, etc., vous avez une augmentation des petites cellules qui, en somme, captent les bits, si vous voulez. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a un progrès qu'on peut envisager justement dans la capacité des futurs récepteurs électroniques? Il y a énormément de recherches à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les récepteurs restent encore ce qu'on pourrait appeler à l'échelle nanométrique. Alors, on essaye de descendre sans arrêt vers une échelle moléculaire, ce qui diminuerait d'un facteur 10 à 100 la taille des spots. On descendra guère en dessous parce qu'après, on sera au niveau atomique. Oui, ça va Et être là, facile. non, si vous mettez plusieurs atomes côte à côte, ils s'assemblent pour former un métal ou un métalloïde. Donc, on connaît la limite, elle est fixée technologiquement. Avec la silice, avec le silicium. Avec le silicium, par exemple, oui, bien sûr. D'autres questions encore? Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il y a des équipes en France, vous êtes bien placé pour le savoir, qui font de la recherche, en France ou en Europe ou ailleurs, qui font de la recherche dans ce domaine-là pour essayer de faire avancer toutes sortes d'applications technologiques? Oui, c'est même un des axes de développement prioritaires de la recherche dans beaucoup de pays, qui est le domaine des nanotechnologies, où l'on cherche à reproduire à l'échelle microscopique, voire ultra-microscopique, des structures d'un type donné, oui, bien sûr. Ah oui, c'est un axe de développement même, y compris industriel, avec les microfibres, les microcapsules. Il faut qu'elles aient une forme donnée, bien sûr, et maîtrisée. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui comprends pas bien, mais il y a comme une espèce de contradiction. Moi, j'avais un ami, Maurice Auroux, qui était neurologue, et qui disait l'infériorité de l'ordinateur par rapport au cerveau de l'être humain, c'est que l'ordinateur, il n'est pas mou. Vous avez tout à l'heure dit à quel point il était important d'être plastique pour le vivant. Et finalement, toutes vos figures que l'on a vues défiler tout à l'heure me paraissent assez peu plastiques. Ah, les polyèdres réguliers et semi-réguliers ne sont pas du tout plastiques. Ah ben voilà. Ça, je vous l'ai dit. Oui. C'est que si vous les déformez, ils deviennent irréguliers ipso facto. Donc, en fait, la vie n'est pas très copine avec les polyèdres réguliers. On ne doit pas avoir beaucoup de... Non, la nature, oui, parce qu'à une certaine échelle, elle trouve qu'ils sont compatibles. Mais à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules, non, il n'y a pas de ces formes régulières-là. Encore qu'on connaisse des octaèdres, mais ils sont irréguliers malgré tout. Et il faut qu'ils puissent se défaire. Par exemple, vous transportez de l'oxygène avec l'hémoglobine. À un moment donné, l'hémoglobine va avoir 6 ligands autour d'elle, dont la molécule d'oxygène. Elle la transporte et à un moment donné, elle va la transférer. Donc, elle n'en a plus que 5. Donc, il faut bien qu'elle puisse perdre une de ses pattes d'une certaine manière. Donc, il faut que ce soit réversible et flexible et facile en plus. Donc, il ne faut pas que ce soit trop rigide. Si vous fixez quelque chose de façon rigide sur le fer de l'hémoglobine, par exemple CN, le cyanure, ou CO, vous êtes mort. Vous êtes asphyxié. Et de façon irréversible, parce que la liaison entre le fer et le carbone et CO, l'oxyde de carbone, attention, ce n'est pas le gaz carbonique, c'est l'oxyde de carbone, la liaison est très stable et la protéine est fichue. D'accord. Bon, je prends ça comme une menace, moi. Ah non, mais le cyanure, c'est comme ça qu'il tue. Il va mobiliser le fer de l'hémoglobine de façon irréversible. Donc il ne faut pas que ce soit trop rigide. Il faut que ça puisse être réversible. On sait le rendre réversible dans le cas du CO, en mettant les gens dans un caisson hyperbare pour essayer de faire évoluer l'équilibre. On s'en sort mal en général. Il ne vaut mieux pas abuser. D'autres questions? Qu'est-ce que c'est, Alain Sevin, la chimie quantique? Vous êtes chimiste quantique. Moi, je croyais qu'il y avait que la physique quantique.
voire Mais- la mécanique quantique, mais pas la chimie. Détrompez-vous, la chimie quantique maintenant est utilisée à peu près dans tous les domaines de la chimie et de la biologie, de la biochimie, disons-nous. C'est-à-dire que vous pouvez, à l'aide de programmes adéquats, calculer des propriétés auxquelles vous ne pouvez pas accéder autrement. On les calcule. Il faut beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de temps passé, mais c'est tout à fait de la routine maintenant. Vous calculez des propriétés de corps que vous ne pouvez pas fabriquer. Absolument. Par exemple, des éléments qui ne sont pas dans le tableau de Mendeleïev parce qu'ils Non, ils sont ça trop... relève. Il faut laisser aux physiciens leur joujou. Ben oui, c'est parce que je vois quelques personnages qui réagissent bizarrement. On a des physiciens probablement. Vous empiétez pas dans le domaine physique? Ah, on ne va pas empiéter dans le domaine des noyaux hétéroclites qui se font avec des giga électronvolts. électronvolts. Et nous, on travaille avec 2-3 électronvolts. On Oui. reste très Vous modeste. êtes modeste, oui. Oui. D'accord. D'autres questions encore? Alors, est-ce que, encore une, hein, décidément, je suis très curieux ce soir. Moi, j'aimerais que vous évoquiez, parce que vous avez semblé tout à l'heure être très savant et très sensible à l'histoire des sciences aussi, et vous m'avez parlé de certaines applications de vos recherches dans le domaine de la philosophie. Vous avez parlé de Giordano Bruno tout à l'heure, qui a été brûlé, comme chacun sait, au Quattrocento, hein, c'est bien ça, c'était en... Non, c'était au 15e. 16e. 16e. 1500, je ne sais plus combien. 1620, quelque chose comme ça, je crois. 17e alors. 17e siècle, oui. D'accord. Non, On va y arriver, hein, de toute façon, on ne pourra pas aller au-delà du 21e. Il a été brûlé, vous avez dit à plusieurs reprises parce que... Ah non, une seule fois. Non, C'est déjà pas mal. non, il était en graphite, il a fallu... Il a été brûlé sur le marché aux fleurs à Rome. Mais le problème, elle est bonne, je le redirai une seule fois. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était bon, sa vision bon. Mais moi, j'avais cru comprendre qu'il avait surtout des plus, en parlant de la pluralité des mondes. Entre autres, oui. Mais il a des plus aussi parce qu'il était atomiste. Donc, il a professé les thèses atomistes qui étaient, elles, alors radicalement opposées. Démocrite, etc. Oui, les thèses démocritéennes, et alors, radicalement opposées à Aristote, qui nie les atomes, pour la même raison qu'entre les atomes, il y aurait du vide. Démocrite dit que les atomes se déplacent dans le vide. Alors là, c'est l'horreur absolue pour les aristotéliciens. La nature a horreur du vide, donc des atomes. D'accord. Donc en fait, il a vraiment aggravé son cas. Il a professé pendant longtemps, en quelque sorte, que l'atomisme était au moins aussi intéressant que la théorie aristotélicienne. Et ça, à l'époque, c'était gravissime. Et lui aussi a refusé de renier ce qu'il avait dit. D'autre part, Galilée a été accusé également d'atomisme. Il était atomiste aussi, bien que n'ayant pas compris bien les choses apparemment. Ça, nous en parlons dans un autre bouquin. Galilée a été accusé par le père Grassi d'atomisme. Et alors, voilà comment, vous me posez une question, je vous réponds assez longuement. L'atomisme était contradictoire avec la théorie de la transsubstantiation. Alors, l'argumentation du père Grassi est subtile et vicieuse. En plus, c'était une lettre anonyme qu'on a retrouvée dans les archives du Vatican. C'était une fadette. Voilà, en quelque sorte, l'argumentation. Si le corps du Christ est présent dans l'hostie, ça ne peut pas être par petits morceaux, ça ne peut être que formant une entité globale. Elle ne peut pas être séparée en parties, par exemple par la salivation ou la digestion. Donc ça niait d'une certaine façon la doctrine de la transsubstantiation. C'est pas évident, hein. Mais c'est l'argument du père Grassi. J'ai pas envoyé de lettre anonyme contre Galilée. Et ça a pesé aussi dans son accusation d'hérésie. Cette fois-ci, c'est une thèse hérétique. Comment vous regardez, vous qui êtes un savant, un homme de la modernité, mais comment vous regardez ces tombereaux de sottises
qui pouvaient s'échanger à l'époque. Il ne s'agit pas de nier la puissance de l'histoire pour venir apporter du savoir aux sociétés, c'est pas ça. Mais ils étaient pas. Il n'y a aucune raison pour qu'ils se soient montrés beaucoup plus bêtes que les plus bêtes d'aujourd'hui. Et comment pouvaient-ils se balancer des arguments aussi ineptes que celui que vous venez de développer d'après vous? Attention, là, il s'agissait de théologie. Oui, mais enfin, il ne s'agissait pas de physique. Tout n'est pas inepte dans la théologie. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Mais prenons un exemple plus simple. Oui. Newton, qui a créé la physique contemporaine, était alchimiste et a passé les 20 dernières années de sa vie à effectuer des recherches alchimiques, y compris sur le nombre d'or d'ailleurs. Oui, mais enfin... Bon, et pourtant, Newton a énoncé la règle contemporaine de cohésion de la matière en disant que les particules s'attiraient à une certaine distance et se repoussaient à plus courte distance. Oui, mais enfin, le coup de l'hostie, c'est quand même... C'est le père Grassi. Hein, oui, pas bon, moi. d'accord. C'était pas Newton, hein, le gars. Hein. D'autres questions? Oui, bonsoir, monsieur. N'empêche que Galilée était très, très, très empoisonné par cette accusation qui était anonyme en plus. Enfin, qui était arrivée, mais sans qu'il connût l'auteur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous parler des végétations métalliques. Je pense que vous connaissez. Pardon, excusez-moi. Des végétations métalliques. D'accord. On m'a enlevé les végétations à l'âge de 4 ou 5 ans, sans anesthésie, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Non, mais parlez-y après. D'accord. Donc c'est un genre d'électrolyse, notamment avec du cuivre, et en faisant l'électrolyse, au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on voit une forme d'arbre. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer la forme d'arbre, si ça obéit à une stabilité ou si ça a des formes spéciales? Je pense que c'est un phénomène classique d'épitaxie. Et l'épitaxie, elle peut être régulière ou fractale aussi. Je crois que c'est lié à la nature des surfaces et des particules elles-mêmes. Ça dépend de la taille des particules, je crois. Parce que certaines épitaxies peuvent être régulières ou conduire à des macles, par exemple. On sait contrôler certaines cristallisations et d'autres pas. Donc, je pense qu'on peut reproduire ça en appliquant le courant à des potentiels différents ou à des vitesses différentes. Justement, il faut des potentiels différents et des vitesses pour faire varier la forme des arbres. Et donc, si on fait varier vraiment tous ces paramètres, est-ce qu'on peut obtenir des structures différentes, des stabilités différentes? Ça, je pense, oui. Parce que si vous faites varier les choses trop vite, vous allez obtenir un désordre, enfin, une disposition quasiment aléatoire qui ne va pas être la plus stable possible. Si vous faites un recuit, ça va revenir en général à une forme stable. On l'observe avec la glace, ces choses-là. Si vous laissez cristalliser lentement l'eau, vous allez avoir un modèle de glace très compact. Si vous la trempez, si j'ose dire, à froid, vous allez obtenir des cristaux de glace qui emprisonnent des poches d'eau et ainsi de suite. Et vous aurez une structure désordonnée. Ça s'appelle la trempe dans les métaux. Pour économiser l'apéro avec les amis, il faut mettre ses glaçons longtemps et doucement. Bon, ou au dernier moment plutôt, avec des bulles. Quand même, il y a une chose, vous avez parlé là, pardon, d'épi quoi? L'épitaxie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est la croissance régulière des cristaux à partir d'un germe. D'accord. Vous êtes étudiant en cristallographie ou en... Si on peut dire ça, oui. En maths spé. En maths? En maths P, deuxième année de prépa. D'accord. Il y a beaucoup de cristallisations, par exemple, si vous les faites dans un modèle à 2 dimensions, qui vont respecter des formes fractales. Oui. Mais si vous les mettez dans un modèle à 3 dimensions, vous restituez l'épitaxie classique, c'est-à-dire que vous pouvez former, puisque l'empilement compact ne peut avoir lieu qu'à 3 dimensions. Donc si vous le mettez à 2 dimensions, toutes les règles précédentes ne s'appliquent plus. Dans l'expérience que j'avais faite, en fait, c'était en 2 dimensions. On pouvait l'avoir grâce à un microscope. Mais après, en 3 dimensions, je ne savais pas comment on pouvait voir l'arbre final. Il n'y a plus d'arbre à 3 dimensions, je crois. Vous allez voir s'empiler les atomes ou les clusters les uns sur les autres pour donner le réseau du cuivre. D'accord.
Je pense, hein, je n'ai pas fait la manip. À tester. Moi, je vais rester au glaçon pour l'instant. Non, mais ce que vous dites, on peut l'observer lorsque vous mettez des particules de fer sur une feuille de papier et que vous rapprochez un aimant très rapidement, vous obtenez aussi des figures fractales. Par contre, si vous prenez la peine de bien laisser vos choses s'équilibrer, vous allez obtenir des figures régulières qui vont respecter les lignes de force. Bien. Écoutez, si vous êtes aussi peu questionneur que ça ce soir, je pense qu'on va pouvoir laisser Alain Sevin reprendre son souffle. Je voudrais vous rappeler que nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, le jeudi 20 octobre avec... oui, c'est ça, le jeudi 20 octobre, parce que sur ce... Oui, il est bon. Avec un titre tout cool, tout casse, coupé, cassé, tord, plié, tiré, étalé. Étienne Guillon, il est il a été directeur du Palais de la Découverte et directeur honoraire de l'École normale supérieure, et puis professeur émérite aussi, vous voyez, de l'Université Paris-Sud. Voilà, le 20 octobre prochain, je vous remercie et je voudrais qu'on remercie également Alain Sevin qui... Merci infiniment. Merci beaucoup. Deux choses. Enfin, attendez, je vous coupe encore la parole. Décidément, vous avez deux ouvrages, Alain Sevin et Christine Desarnaud-Dandine, c'est bien ça, une collaboratrice à vous. Les formes élémentaires de la nature, avec les illustrations de PM dont vous avez vu quelques exemples tout à l'heure, c'est chez Vuibert. Hein. Et puis vous avez un livre un peu plus ancien, je crois, qui est Histoire des polyèdres quand la nature est géomètre, toujours avec la même partenaire, plus je crois. Oui, non, c'est tout. Et également PM qui était déjà là. Voilà, ces ouvrages sont disponibles en librairie.